America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le 27 février dernier, la Cour internationale de justice a pris des mesures provisoires, ordonnant notamment que les services et l'aide de base parviennent aux habitants de la bande de Reza. Cependant, la situation humanitaire reste désastreuse pour la population. Selon les autorités sanitaires locales, le nombre de morts à Reza s'élève à plus de 32 000. Le directeur général de l'OMS rappelle que seuls 10 des 36 hôpitaux de Reza sont encore en mesure de fonctionner, ne serait-ce que partiellement. Il a indiqué que l'organisation qu'il préside cherchait à se rendre à l'endroit où se trouvait Shifa pour parler au personnel et voir ce qui pouvait être sauvé, mais que la situation sur le terrain semblait désastreuse. Comme vous pouvez le voir, les destructions sont nombreuses dans l'enceinte d'Al-Shifa. Il y a un grand nombre de morts. L'évacuation des malades est en cours. Les bombardements étaient terrifiants. Des bombardements jour et nuit. Ici, les gens n'avaient pas mangé depuis des jours. Des personnes bloquées à l'hôpital sont mortes de faim. Avec nous en ligne, Monsieur Christophe Oberlin, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes chirurgien spécialisé dans la microchirurgie, la chirurgie de la main et la chirurgie de guerre. Monsieur Christophe Oberlin, vous étiez à Reza, vous êtes rentré de l'enclave ce mardi. Quelle situation avez-vous retrouvée sur place ? J'ai retrouvé un certain nombre d'amis puisque je suis allé opérer à l'hôpital européen où j'opère depuis plus de 15 ans. J'ai vu ces amis, donc toutes les familles pratiquement ont été touchées. Je dormais sur un matelas et l'anesthésiste palestinien qui dormait à côté de moi a perdu son père et plusieurs membres de sa famille. Chaque famille a été touchée. L'un des chirurgiens, qui est l'un de mes élèves, que je connais depuis très longtemps, a perdu une quarantaine de personnes de sa famille élargie. Autrement dit, on vit avec des gens qui sont dans le deuil, mais qui d'une façon assez extraordinaire, même le lendemain ou le surlendemain d'un deuil terrible, sont au travail, qu'ils soient rémunérés ou pas. C'est là où on voit véritablement que les Palestiniens sont invincibles. C'est de la résistance ? C'est de la résistance à un point, là encore, il faut le voir pour le croire, et négliger ce facteur en pensant que les Palestiniens vont s'effondrer, que les partis politiques palestiniens vont s'entretuer. Tout ça, c'est véritablement des fantasmes. Et la réalité, c'est que même si on a détruit toutes leurs écoles, leurs universités, leurs maisons, ils sont toujours là. Il faut voir même certains Palestiniens en parler avec le sourire en disant on m'a détruit ma première maison, je suis allé dans celle d'un ami, elle a été détruite aussi, une troisième, et puis maintenant, vous voyez des chirurgiens de 55 ans qui sont sous une tente à Rafah. Je dis chirurgiens parce que c'est important de se rendre compte que ce sont des gens comme vous et moi. Vous dites il est important de se rendre compte que ce sont des gens comme vous et moi. Pourquoi ? Est-ce qu'il vous semble que l'on a voulu les déshumaniser ? C'est absolument évident, c'est une énorme entreprise. Pour prendre l'exemple de ce qui est un drame, évidemment, de ces 7 humanitaires qui ont été tués ces jours-ci, il y a quand même eu 50 000 Palestiniens ou 40 000 qui sont morts sous les bombes, dont la moitié d'enfants, vous voyez. Donc on voit véritablement qu'on attache beaucoup plus d'importance à certains qu'à d'autres et que l'on ne nous dise pas, vous voyez, qu'il s'agit d'une erreur de tir. Non, moi j'ai été bombardé pendant les 15 jours sans interruption
Le matin, c'est pas la peine de mettre le réveil. Les bombardements commencent entre 4 et 6 heures du matin. Un matin, je me suis dit, tiens, première bombe. À la 30e, je me lève. Et au bout de 10 minutes, je me suis levé, vous voyez. Donc, on tire de manière indiscriminée. Et quand ce sont des Occidentaux, on en parle. Tant mieux qu'on en parle, c'est bien. Mais mettez-vous à la place de toutes ces familles décimées dont on n'a pas parlé. Monsieur Christophe Oberlin, vous rendez régulièrement, je le rappelle, à Reza. Vous avez formé des médecins, beaucoup de médecins, dont le docteur Arantissi, vous nous l'avez vous-même recommandé il y a de cela quelques années. Mais l'on ne peut pas parler de Reza aujourd'hui, des médecins à Reza, sans évoquer le docteur Mohamed Abou Selmiya, qui est le directeur ou qui était le directeur de l'hôpital Shifa. Bien sûr. Le docteur Mohamed Abou Salmiya est un obstétricien qui fait des accouchements, de la chirurgie gynécologique. Il a été embarqué avec un certain nombre de praticiens et l'un des prisonniers qui a été relâché témoigne, c'est lui qui témoigne que sous la torture, il a eu les 2 poignets brisés. En ce qui me concerne, vous voyez, la chirurgie orthopédique est très nécessaire parce que les survivants qu'on apporte à l'hôpital ont des lésions gravissimes au niveau des membres. Eh bien, il y a 4 chirurgiens orthopédistes qui ont été capturés à l'hôpital Shifa, qui sont actuellement interrogés et torturés en Israël sur le thème parlez-nous du Hamas, dites-nous qu'il y a des combattants du Hamas, qu'il y a un centre de commandement du Hamas, vous voyez. Donc ça, c'est des choses que l'on ne peut pas oublier. Vous avez effectivement évoqué le cas de chirurgiens, de médecins qui sont torturés dans les prisons de l'occupation. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté délibérée de cibler les médecins ? Écoutez, je crois que ça a été bien décrit par la Cour internationale de justice, c'est-à-dire que ce qui est ciblé, c'est tout ce qui permet à une population de vivre. Et donc, la qualification juridique de génocide qui est évoquée est pleinement justifiée. Donc, les médecins en font partie. L'hôpital Shifa est totalement détruit, définitivement hors service. Femmes, enfants et hommes sont retrouvés sans vie, certains exécutés les mains attachées dans le dos. Parmi les corps découverts, ceux du docteur Ahmed El-Makadma et sa mère. On a l'impression qu'Israël se comporte comme un gangster qui a déjà tué un certain nombre de policiers et qui sait que s'il est pris, de toute façon, c'est la perpétuité. Donc finalement, ça libère tous les instincts sauvages qui sont sans doute à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais dans le cas particulier, Israël se comporte comme ce gangster, c'est-à-dire que plus rien ne peut lui être interdit puisque de toute façon, toutes les bornes ont déjà été dépassées. L'important, eh bien, c'est que le monde occidental, puisque c'est celui qui dirige les choses, eh bien, s'en rende compte et en tire les conséquences. Vous étiez à Reza tout récemment, je le rappelle à nos auditeurs. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une différence entre cette mission et les précédentes ? La différence, c'est les bombardements absolument constants, de jour comme de nuit, très proches de l'hôpital parfois, des rues qui sont alignées avec des alignements de bombes et tout ça en plein jour. Moi, j'ai vu encore ce samedi un camion Ben rempli de cadavres, je dis bien rempli de cadavres jusqu'au bord à déborder. Les jeunes qui avaient monté les cadavres sur le camion étaient debout sur les corps et se tenaient à la ridelle et il a fallu écarter la foule des enfants qui sont dans la cour, dans l'enceinte de l'hôpital pour que le camion puisse atteindre la morgue, vous voyez. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est malheureuse humanitaire, que c'est une erreur, qu'on va faire une enquête. Je signale d'ailleurs que lorsqu'on sort de Rafah, eh bien, nous avons passé 3 heures du côté égyptien et nous avons pu voir et discuter avec les camionneurs. Il y a plus de 1000 camions de nourriture et d'aide humanitaire qui attendent entre Rafah et El Arish. Certains chauffeurs nous ont dit qu'ils étaient là depuis 1 mois, un autre depuis 2 mois. Et donc, lorsque les bonnes âmes, eh bien, protestent pour dire il faut laisser passer l'aide humanitaire, eh bien, qu'ils pensent à ces 1000 camions qui sont dehors et qui entrent au compte-gouttes. Véritablement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Avez-vous pu accéder facilement à la bande de Reza ? Est-ce que cela s'est fait comme précédemment ? Alors, ça s'est fait en étant, je dirais, inclus
dans une équipe qui est introduite par l'extérieur et qui a toutes les relations, et notamment avec la partie israélienne, parce que encore aujourd'hui, toute personne qui entre à Gaza, y compris par l'Égypte, eh bien, est filtrée par le Kogat, c'est-à-dire le service de l'armée israélienne qui contrôle le siège de Gaza. Donc rien ne change. Donc ce n'est pas les Égyptiens qui contrôlent, mais les Israéliens. Non, les Égyptiens prélèvent, c'est-à-dire qu'ils prélèvent des sommes absolument ahurissantes. Je crois que la presse le sait. Le passage d'une personne, c'est 5 000 euros. Le passage d'un camion, c'est 12 000 euros. C'est à peu près 100 millions d'euros qui sont collectés chaque mois par les équipes égyptiennes qui ont pignon sur rue et qui sont dans l'entourage du pouvoir. Donc ça, ce sont les prélèvements que font les Égyptiens, mais les autorisations, tous les passeports, tout est envoyé aux Israéliens. Dans la nuit du 14 au 15 février, l'hôpital Nasser est frappé par un tir d'obus. Dès les premiers mois ou dès le mois de novembre, Médecins sans frontières avait documenté des attaques similaires contre différents hôpitaux, Shifa, Al-Quds, Endas, dans le nord de la bande de Gaza. À Gaza, chercheurs, médecins, scientifiques sont ciblés. Il s'agit, et là j'interroge votre expérience de terrain, il s'agit de supprimer tout ce qui peut remettre Gaza sur pied? Peut-être, c'est ça qu'il faudrait demander aux Israéliens, mais en tout cas, on peut leur répondre que c'est perdu d'avance parce que les Palestiniens sont extrêmement éduqués. La plupart de ceux qui sont là-bas y resteront, et même si la ville de Rafah est attaquée, même si le camp de Rafah part sous les bombes, eh bien, il y aura toujours des millions de Palestiniens qui resteront dans la bande de Gaza avec des gens extrêmement éduqués, formés. La relève est là. C'est pour ça que cette espèce de mantra d'éradication du Hamas est quelque chose d'absurde, puisque d'abord le Hamas est un mouvement politique qui représente au moins la moitié de l'électorat palestinien. Et deuxièmement, vous avez des gens de tous les âges, de toutes les formations, et donc même s'ils arrivaient à couper la tête, entre guillemets, eh bien, il resterait tout le corps du mouvement, et je dirais même de tous les mouvements, parce que cette espèce d'obsession de nous parler de la guerre entre Israël et le Hamas, en réalité, ça a été bien rappelé par la Cour internationale de justice, c'est une bataille entre Israël et les mouvements palestiniens qui sont tous inclus dans la résistance armée qui a lieu en ce moment. Vous étiez à Gaza, je le rappelle à nos auditeurs. Est-ce qu'il vous semble que les Palestiniens de l'enclave palestinienne veulent quitter Gaza, partir et laisser tout ça derrière eux? Avez-vous ressenti la défaite chez eux? Bon, il est clair qu'un certain nombre de personnes, et peut-être que nous ferions la même chose, vous et moi, soumis à de telles pressions, nous n'aurions peut-être qu'une idée, c'est de partir. Oui. Encore que partir, il faut pouvoir le payer. C'est 20, 30, 40 000 euros pour une famille. Vous voyez, donc il y a très peu de Gazaouis qui peuvent se le permettre. Par ailleurs, la plupart de ceux avec lesquels nous travaillons, donc une idée, c'est de rester. Il ne faudrait pas que cet événement dramatique constitué par le meurtre de ces humanitaires occidentaux, il faut bien l'appeler comme ça, eh bien, cache que le mouvement de bombardement de Rafah a déjà commencé. Les sources, ce sont des médecins palestiniens qui y travaillent, 2 hôpitaux de campagne qui ont déjà commencé à déménager pour aller se placer au bord de la mer dans le petit coin en bas à gauche de la carte qui s'appelle Mawassi. Et donc, tous les signes nous montrent que l'attaque va se poursuivre. Lorsque l'on sort par Rafah du côté égyptien, vous vous souvenez que la ville de Rafah, Égypte, a été complètement rasée par Sisi il y a maintenant des années. Et donc, dans ce no man's land est entièrement construite et terminée une sorte de mini-ville avec des centaines et des centaines d'immeubles. Je n'ai pas compté, évidemment, le nombre de logements. Je n'ai pas d'idée, mais en tout cas, c'est une véritable ville déjà qui a été construite en dur avec des bâtiments de 3 étages, tous identiques. Donc, on voit bien déjà que la partie égyptienne, eh bien, s'attend à ce qu'un nombre important de Palestiniens du sud de Rafah, eh bien, soient expulsés en Égypte. Autrement dit, la bataille de Rafah a déjà commencé. La déportation de la population palestinienne de Gaza était d'ores et déjà programmée, bien avant le 7 octobre, donc. Écoutez, en tout cas, là, ce sont des signes visibles. On ne construit pas une ville en 8 jours. Et en tout cas, la ville, elle est là, elle est neuve, elle est terminée.
Il n'y a pas âme qui vive pour l'instant à l'intérieur, donc on voit qu'il y a là un projet déjà ancien. Monsieur Christophe Oberlin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci de votre invitation. C'est nous. Christophe Oberlin est chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main et la chirurgie de guerre. Il était à Reza. Il est rentré tout récemment, ce mardi. Désormais, alors que tout est tombé en panne, on ne peut plus parler de centre hospitalier. Ce ne sont plus que des murs à l'intérieur desquels les gens meurent faute de soins. Ce n'est plus un hôpital, c'est une fosse commune. Chaque instant, chaque minute risque d'augmenter le nombre de décès. Notre personnel médical est désormais totalement incapable de fournir le moindre soin aux patients, à aucun blessé, à aucun enfant. C'est en ces termes que témoignait le directeur de l'hôpital Shifa, Mohamed Abou Selmiya, avant d'être arrêté le 22 novembre dernier par les forces d'occupation. Dans un entretien qu'il nous accordait quelques jours avant son arrestation, il nous disait être décidé à rester auprès de ses patients pour que cet engagement reste ancré dans nos mémoires, pour que le nom et le combat de Mohamed Abou Selmiya ne sombrent pas dans l'oubli. Je vous propose de réécouter l'interview qu'il nous a accordée. عنوان هذه الجريمة والمجزرة هي قتل الأطفال والنساء والطواقم الطبية. Le but de ces crimes orchestrés est de tuer les femmes et les enfants et le personnel médical. Plus de 50% des victimes sont des enfants, aujourd'hui amputés. La plupart ont perdu leur famille. 10 nouveau-nés sont dans des couveuses. Ils ont moins de 2 semaines et ils n'ont plus aucun parent. Des enfants entre 1 et 5 ans sans famille. Plus rien n'est disponible, ni consommable, ni médicaments. Les blessés décèdent par manque de moyens. Chaque jour, l'hôpital Shifa reçoit entre 200 martyrs et 500 blessés environ. Un nombre de blessés difficile à prendre en charge, notamment par l'hôpital Shifa, qui est une structure médicale assiégée depuis 15 ans. Gaza est privé de tout. Rien ne rentre, ni pain, ni gaz, ni eau, ni médicaments. Depuis 100 jours, les Palestiniens n'ont pas pu avoir un morceau de pain. Il y a un manque important d'eau. Les enfants souffrent de déshydratation, d'intoxication et de maladies de la peau. Les cancéreux meurent sans que nous puissions leur venir en aide. Tout est à l'arrêt. La situation est dramatique. Le monde observe notre agonie. وضع مأساوي جدا جدا وكل العالم يتفرج علينا ونحن نموت. سيد محمد أبو سلامية، ما هي الأسلحة المستعملة؟ في هذا العدوان شاهدنا يعني الإصابات الجرحى كانت صراحة إصابات خطيرة جدا. De graves blessures, 80% des brûlés au 4e degré, des choses inhabituelles. Les blessés arrivent amputés des jambes ou des 2 pieds. Les organes vitaux implosent. أو هناك يعني تهتك في الأمعاء أو تهتك في الطحال أو تهتك في الكبد مع نسبة حروق كبيرة جدا جدا، وهذا يدل على أن الأسلحة المستخدمة أسلحة يعني محرمة دوليا. Ce qui indique que les munitions utilisées sont prohibées, sans doute de l'uranium appauvri ou quelque chose de similaire. Les blessés atteints par ces armes n'ont aucune chance d'être secourus. Compte tenu de la gravité des blessures, l'occupation a pour objectif tuer. شاهدنا عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، يعني الهدف إما القتل أو إعاقة الأطفال. صحيح، هذا ما يريد الاحتلال، القتل والإعاقة. عندما ضرب مستشفى الأطفال
L'occupation veut tuer ou handicaper quand il cible des hôpitaux pour enfants. Son objectif est d'en faire des martyrs ou des amputés. Le secrétaire général de l'ONU a bien indiqué que Gaza est devenu un cimetière pour enfants. De son propre aveu, l'occupant veut nous tuer tous à Gaza. À l'hôpital El-Ahli, il a tué 500 personnes. Quand il cible les églises, les écoles, les mosquées, tout est pris pour cible à Gaza. Nous sommes fatigués d'interpeller la communauté internationale. À ce jour, rien ne rentre à Gaza, pas même un comprimé. C'est honteux pour le monde arabe, le monde musulman, que Gaza soit de cette façon tué sans que cela ne suscite de réaction. Mais nous résistons, nous ne quitterons pas nos terres. C'est soit la victoire, soit la shahada, dans nos hôpitaux, auprès des enfants de notre peuple, Inch'Allah. سيد محمد أبو سلامية مدير مستشفى الشفا شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي شكرا. Mohamed Abou Salamia est directeur de l'hôpital Shifa et il était avec nous à partir de Gaza. Ce lundi 1er avril, 7 employés d'une ONG américaine ont été tués par une frappe de drone. Le secrétaire général de l'ONU fait le point et prend note. Cela porte à 196 le nombre de travailleurs humanitaires tués dans ce conflit. C'est inadmissible, mais c'est une conséquence inévitable de la manière dont la guerre est menée. Au lendemain d'une pluie de condamnations internationales, Benjamin Netanyahu a reconnu une frappe non intentionnelle. La presse, quant à elle, évoque un ciblage intentionnel puisque 3 missiles ont été tirés. Une volonté manifeste d'exécuter les humanitaires qui tentaient de fuir les véhicules pourchassés. Avec nous en ligne, Monsieur Alvaro de Soto, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplomate péruvien, vous avez été conseiller politique principal du secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général aux affaires politiques responsable des Amériques, de l'Europe. Vous avez été coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient. Monsieur Alvaro de Soto, en quels termes qualifier la situation en Palestine occupée? Eh bien, écoutez, c'est une situation très grave, tout à fait inacceptable, surtout après que le Premier ministre d'Israël a reconnu que, par erreur, ce sont eux qui ont tué ces personnes. On ne tue pas des travailleurs humanitaires, c'est complètement inacceptable. Intolérable. La presse, quant à elle, ne parle pas d'erreur, mais évoque une tentative de cibler des humanitaires. Oui, non, je le comprends parfaitement. Ils sont très sceptiques au sujet de ces déclarations de la part d'Israël, et ils ont raison de l'être. Toute leur conduite, non seulement depuis le début de la crise en octobre, tout ça remet en question toute la politique de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Et on a l'impression qu'ils veulent simplement que les Palestiniens s'en aillent. Je ne comprends pas comment on peut continuer à leur donner de l'aide militaire tant qu'ils ne fassent pas preuve d'une conduite acceptable en tant qu'État occupant. Au total, 200 humanitaires sont morts à Gaza depuis le 7 octobre, dont au moins 165 travaillant pour l'UNRWA. Résultat des courses, les Nations Unies ont suspendu les déplacements de nuit pendant plus de 48 heures. Est-ce que, au final, ce n'est pas cet objectif qui est visé, suspendre les déplacements des humanitaires à Gaza? C'est tout à fait ça. On se pose la question sur
si c'est l'objectif que les gens simplement périssent. En tout cas, c'est intolérable. Comment jugez-vous aujourd'hui, Monsieur Álvaro de Soto? Comment jugez-vous aujourd'hui ce qui est accompli en ce sens par les Nations Unies, par le Conseil de l'ONU? Comment jugez-vous ce qui a été accompli? Est-ce qu'il vous semble que c'est suffisant? Est-ce qu'il vous semble que la marge de manœuvre existe? Évidemment pas suffisante. Ce n'est pas une situation, en ce moment, qui soit acceptable. Mais ça reflète une crise au niveau des États membres du Conseil de sécurité qui ne peuvent pas se mettre d'accord pour une question qui semble si évidente à ce stade. Vous avez été, Monsieur Álvaro de Soto, vous avez été envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient en 2006. Vous aviez déclaré que les chances de créer 2 États s'amenuisent. Ces chances semblent aujourd'hui carrément inexistantes. Et pourtant, c'est une proposition qui continue à être faite par certains politiques. Oui, ils font ça presque automatiquement. C'est ça. Un réflexe. Il est temps qu'ils se posent la question. Il me semble très clair que Israël ne veut pas accepter qu'il y ait un État palestinien. On ne peut pas simplement répéter un refrain, les 2 États comme unique solution. Ça ne marche pas, ça ne tient plus debout. Mais est-ce que, en ce sens, est-ce qu'il n'y a pas eu une facilitation, on va dire, de ce réflexe comme pour parer à un manquement politique? Oui, c'est ça. C'est un manquement politique, c'est ne pas comprendre la réalité des choses. C'est bien évident. Il y a un manquement de la part, surtout, certains membres permanents du Conseil de sécurité d'accepter la réalité. Israël ne veut pas qu'on mette en œuvre la solution qui est parfaitement évidente. Et il y a une paralysie en ce moment qui est tout à fait choquante. C'est une situation qui a comme résultat la paralysie du Conseil de sécurité de l'époque de la guerre froide, mais bien pire, il semblerait. Vous aviez déclaré, je vous cite, vous déploriez qu'au cours des 2 années passées dans la région, l'ONU a traité Israël avec une extrême considération, presque de la tendresse. Qu'est-ce qui a motivé ce propos, le vôtre en l'occurrence? Eh bien, écoutez, j'avais à cette époque-là, nous parlons de 2007, quand j'ai fait ces déclarations, une belle lurette, n'est-ce pas? Ça va faire bientôt 20 ans de ça. Mais la situation est devenue bien pire, car le monde entier, je crois, en ce moment, sauf les États-Unis, comprend parfaitement qu'il y a un manquement à la bonne foi de la part de ce gouvernement d'Israël. Si on ne comprend pas ça, eh bien là, je crois que on est dans un terrible pétrin. Ne rien faire, c'est laisser faire et de ce fait, se faire complice de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine? Oui, en effet, c'est bien clair. Monsieur Álvaro de Soto, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va examiner ce vendredi un projet de résolution appelant à stopper des ventes d'armes à Israël. Si le texte est adopté, il s'agirait de la première prise de position du Conseil des droits de l'homme. N'est-ce pas étonnant qu'après autant de mois de guerre, après 33 000 morts palestiniens, c'est le premier texte qui pourrait être adopté par le Conseil des droits de l'homme? Oui, mais enfin, les roues de cette machine tournent lentement des fois, mais la faute n'est pas au Conseil des droits de l'homme. La faute est au Conseil de sécurité. C'est juste. Et notamment des membres permanents qui empêchent qu'on prenne l'action. Il devient difficile de comprendre ce que les gens ont en tête quand ils continuent à agir ou à ne pas agir
devant une situation si choquante. C'est intolérable. Est-ce qu'on veut que tous les habitants des territoires occupés, en commençant par Gaza, périssent? Est-ce que c'est ça l'objectif? Car à toute fin pratique, c'est ce qu'ils sont en train d'obtenir. Monsieur Alvaro de Soto, vous avez déclaré également, si je le pouvais, j'amènerais des groupes d'Israéliens pour leur montrer comment les points de contrôle détruisent l'économie palestinienne, à quel point le mur sépare la mère de son enfant, le paysan de ses champs. Aujourd'hui, la situation est bien pire. Il s'agit bien plus que d'un mur, bien plus que d'une économie que l'on tente de détruire, mais d'une population que l'on tente d'anéantir. Je ne veux pas en arriver à cette conclusion, mais je crois que cela devient presque inévitable. Comment ne pas conclure cela face à leur conduite sur ce dossier maintenant, qui est devenu bien pire et qui, en ce moment, a convaincu bien des secteurs de l'opinion publique dans le reste du monde qui pouvaient encore penser que on faisait des jugements exagérés. Oui. Mais ce n'est à toute évidence plus le cas. Monsieur Alvaro de Soto, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Alvaro de Soto est diplomate péruvien. Il a été conseiller politique principal du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient. Missiles tirés par des chasseurs F-35 ont détruit le bâtiment abritant le consulat et la résidence de l'ambassadeur iranien, faisant 13 morts, 6 Syriens et 7 Iraniens, dont 2 généraux. L'Iran a juré mardi de riposter au raid meurtrier contre son consulat à Damas, imputé à l'entité sioniste. Une attaque inédite condamnée par plusieurs pays et qui accroît les tensions au Moyen-Orient. Pour l'heure, Téhéran se redéploie diplomatiquement. L'entité sioniste sait très bien que ce genre de crime et que chacun de ces crimes ne resteront pas sans réponse. Le régime occupant doit assumer les conséquences de ses actions. L'Iran se réserve le droit légitime, selon les lois internationales et la Charte des Nations Unies, de répondre de manière décisive à ces actions répréhensibles. Avec nous en ligne, Monsieur Ardavan Amir Aslani, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes docteur en droit, analyste des enjeux géostratégiques, de la politique économique, conseil auprès d'États du Moyen-Orient dans le domaine économique et juridique. Monsieur Ardavan Amir Aslani, après les raids aériens contre l'ambassade iranienne en Syrie, le risque d'embrasement régional semble être à son paroxysme. Les États-Unis disent travailler pour éviter une conflagration. Doit-on prendre, monsieur Amir Ardavan Aslani, doit-on prendre pour argent comptant cette déclaration? Moi, je pense que les Américains sont très inquiets de la situation. Un certain nombre de généraux américains ont qualifié d'ailleurs cette initiative des Israéliens comme étant dangereuse et capable d'entraîner des conséquences négatives pour toute la région. L'Iran ne saurait rester, si vous voulez, indifférent aujourd'hui par rapport à cette affaire, parce que c'est maintenant une autorité publique qu'Israël l'a fait, même les Russes l'ont confirmé. Alors, les Israéliens qui se disent partisans de l'état de droit ont quand même pris pour cible une résidence diplomatique, la résidence de l'ambassadeur d'Iran, ainsi que le consulat général d'Iran à Damas. Donc, non seulement ils ont fait fi du droit international, si vous voulez, mais ils ont ciblé également quelques généraux importants iraniens des gardiens de la révolution, qui sont ceux qui sont en charge, notamment, des relations avec les milices pro-iraniens en Syrie et au Liban. L'Iran va réagir. L'Iran ne peut pas ne pas réagir. La question, c'est comment les Iraniens vont réagir. Est-ce qu'ils vont prendre une initiative similaire à celle des Israéliens, c'est-à-dire frapper une représentation diplomatique israélienne à l'étranger, ou est-ce qu'ils vont s'en prendre au territoire israélien, ou est-ce qu'ils vont s'en prendre à d'autres cibles?
Le problème, c'est que les Iraniens, depuis cette tragédie du 7 octobre avec les 32 000 morts palestiniens que l'on constate aujourd'hui, les Iraniens essayent, si vous voulez, de ne pas permettre des débordements qui pourraient amener la région dans une conflagration. Je voudrais rajouter que la riposte iranienne suite à l'assassinat de Qassem était limitée tout de même, maître Ardavan. Oui, absolument. Les Iraniens, ils ont prévenu les Américains pour que les Américains quittent une base qu'ils ont en Irak. Oui. Et en moins de 24 heures, à l'heure précise de la disparition de Qassem Soleimani, ils l'ont pris pour cible. Il y a eu quand même des blessés américains, mais ils étaient prévenus à l'avance. Là, en l'occurrence, c'est pas sûr qu'une telle intervention fasse l'objet d'une information préalable. Parce qu'il y a eu quand même 3 généraux d'abattus, 3-4 officiers supérieurs, et même des civils syriens qui travaillaient sur le site. Et ils doivent, si vous voulez, également réagir de manière publique. Donc ça ne va pas être une réaction petite, confidentielle. Parce qu'il faut qu'ils prouvent aux Israéliens qu'on ne peut pas tout faire tout le temps et ne pas réagir. Et ce qui est intéressant, pardonnez-moi une phrase, c'est que les Israéliens, avec le Hezbollah, ont toujours essayé de calmer le jeu. Là, ce sont les Israéliens qui veulent pousser les Iraniens à l'erreur, de manière à ce que l'Amérique puisse s'engager dans ce conflit pour dépasser les frontières de Gaza. On est tenté également de penser qu'Israël voudrait sortir son épingle du jeu de Gaza pour, on va dire, axer ses projecteurs sur une autre région, à savoir la Syrie. Oui, les Israéliens, si vous voulez, cherchent par tous les moyens de limiter les conséquences de ce désastre de Gaza. Donc aujourd'hui, la planète entière, si vous voulez, découvre ce que fait Israël à Gaza, ce véritable carnage. Donc leur intérêt, si vous voulez, c'est d'orienter l'attention des uns et des autres vers d'autres enjeux, d'autres cibles. Si demain il y a un conflit nouveau qui apparaît entre Israël et l'Iran, effectivement, ça fera passer l'affaire de Gaza au second plan. Étant entendu aujourd'hui que ça ne fait aucun doute qu'après la destruction totale du territoire de la bande de Gaza, les Israéliens cherchent, sans le nommer, une solution qui pourra aboutir à l'expulsion de la population palestinienne de Gaza vers l'Égypte. Et je vous rappelle que l'Égypte a d'ores et déjà construit une cité complète à quelques centaines de mètres de la frontière de Rafah pour pouvoir éventuellement accueillir les Palestiniens qui feraient l'objet d'un nettoyage ethnique. Monnayé d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les Américains sont là pour apporter une solution de financement. Les Israéliens ont négocié avec les Égyptiens. On est en train de vivre aujourd'hui, incontestablement, le préalable à quelque chose qui pourrait ressembler à 48, l'indépendance israélienne, que les musulmans appellent la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 750 000 Palestiniens de chez eux, hors du territoire d'Israël. Cette attaque ciblait le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, qui est à la tête de la force Al-Quds des gardiens de la révolution au Liban et en Syrie. Qassem Soleimani en a été également victime il y a de cela quelques années. Les responsables iraniens promettent une riposte ferme au moment et lieu approprié. Nous sommes tentés de penser que ce moment et ce lieu approprié ne sont pas clarifiés. Donc il se pourrait que ce soit juste un discours de circonstance. Je ne le pense pas, parce qu'il leur appartient déjà, non seulement vis-à-vis de leurs alliés dans la région, les fameux proxys, et également vis-à-vis, si vous voulez, de la population domestique iranienne en Iran, que le pouvoir iranien démontre un peu sa force. C'est pas une affaire, si vous voulez, vu son ampleur, où les Iraniens pourraient cacher la chose. Ils doivent réagir à un moment qu'ils détermineront et de manière visible et publique. Ils doivent rassurer, si vous voulez, ceux qui dépendent de les fameux proxys, les pro-iraniens, les milices pro-iraniennes dans la région, que l'Iran est là et que l'Iran n'a pas peur, et également expliquer à la population locale iranienne qu'on ne peut pas s'en prendre au pouvoir iranien, qu'il ne s'agit pas d'un tigre en papier. Et quand ils disent au moment de leur choix et à l'endroit de leur choix, c'est leur langage classique en la matière, parce qu'ils ne vont quand même pas annoncer la date et l'heure de leur contre-offensive. Gallant a déclaré l'objectif d'Israël, dit-il, est d'agir partout, chaque jour, pour empêcher l'accumulation des forces contre nous, rajoute-t-il. Il semble qu'Israël soit passé de ce qui est qualifié de guerre de l'ombre à un ciblage direct et ouvert avec l'Iran. Aujourd'hui, au lendemain du 7 octobre, Israël connaît une situation quand même désastreuse. Son armée et ses services de renseignement qui étaient censés être les meilleurs au monde ont démontré leur incompétence. Le 7 octobre, l'armée israélienne a mis entre 5 heures et 7 heures pour arriver sur place. Et puis, si vous voulez, là, ils ont lancé cette guerre qui ne porte même pas le nom d'une guerre, parce que je ne vois pas comment on peut qualifier une guerre un pays qui a une aviation et 2 300 000 civils qui souffrent de bombardements, une guerre.
En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 6 mois et plus quelques jours, au-delà de 6 mois, les Israéliens ont été incapables de venir à bout du Hamas, ni même à libérer leurs otages dans un territoire exigu qu'est la bande de Gaza. Donc l'armée israélienne qui est censée être cette puissance militaire majeure, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a que la rhétorique qui reste. D'ailleurs, regardez, 6 mois après, ils n'osent même pas s'en prendre au territoire propre de l'Iran souverain. Oui. Ils ciblent, si vous voulez, des proxys et des milices pro-iraniennes dans la région. Ils ont été obligés d'appeler 2 groupes de porte-avions nucléaires américains pour venir à leur secours, chose qui n'a jamais été faite au préalable, ni en 48, ni en 67, ni en 73. Dans aucune guerre qu'Israël a menée contre les pays arabes, il a fallu que les États-Unis déploient leurs propres actifs militaires pour venir à la rescousse d'Israël. Là, ils étaient obligés de le faire parce qu'il y avait un réel danger existentiel pour Israël dès lors qu'avec le Hamas, le Hezbollah au nord aurait attaqué, les actifs iraniens, la Syrie et autres auraient attaqué, donc ils ont senti que c'était un danger existentiel, ils ont appelé les Américains à la rescousse. Et aujourd'hui, il leur faut également de démontrer un peu leur capacité militaire, chose qu'ils n'ont pas été capables de démontrer. Si vous voulez, au 7 octobre, aujourd'hui, nous sommes exactement le 3 avril, oui. C'est-à-dire dans 4 jours, ça fera 6 mois complets. Et Israël, si vous voulez, à part tuer une population civile de 32 000 personnes, qu'est-ce qu'ils ont réussi à obtenir? Le Hamas est encore là, le gouvernement du Hamas dirige le pays. Dès que les Israéliens quittent un lieu, de nouveau le Hamas occupe le terrain, les otages n'arrivent pas à les trouver. Bonjour, l'armée super performante d'Israël. Parlons droit, maître Ardavan Amir Aslani. C'est un consulat iranien qui est ciblé à Damas. L'Iran est aujourd'hui en mesure de mettre en avant cet argument par ailleurs fallacieux qui est utilisé aujourd'hui, à savoir le droit de se défendre. Si vous voulez, les médias internationaux, vous le constatez bien vous-même en Algérie, ont 2 niveaux d'appréciation, si vous voulez, des situations en fonction de qui est le protagoniste dans cette affaire. Dès qu'il s'agit, si vous voulez, d'une attaque israélienne sur l'Iran, il qualifie la chose de self-défense. Si l'Iran attaque, il qualifie la chose, en contre-réaction par rapport aux Israéliens, il qualifie la chose d'acte terroriste. Mais le monde a changé. Il y a aujourd'hui le Sud global qui regarde les choses autrement. L'Iran a les moyens militaires d'attaquer Israël. L'Iran dispose de l'arsenal nécessaire pour le faire. Mais l'Iran n'a pas non plus envie d'amener toute la région dans le cadre d'une guerre globalisée avec tous les pays du Moyen-Orient pour cette affaire. L'Iran choisira une frappe ciblée, à mon sens, et ne souhaitera pas aller au-delà de ça. Donc l'Iran va agir avec la stratégie antique de dent pour dent et pour eux et va s'arrêter là. C'est pas sûr que les Israéliens fassent autant. Donc si l'Iran réagit, c'est un peu risqué parce qu'ils vont repasser la clé du conflit aux Israéliens qui pourront, par une nouvelle réaction par rapport à la réaction iranienne, augmenter les enchères et créer l'escalade. C'est une décision, si vous voulez, qui est autant militaire que diplomatique et stratégique. Donc entraîner l'Iran dans une guerre pour avoir une sorte de sortie de secours? Avoir une sorte de sortie de secours, faire oublier le carnage de Gaza, faire intervenir les Américains pour que les soldats américains mènent la guerre pour son compte, c'est un peu sa spécialité, et en tout cas retrouver un rôle d'acteur de second plan et laisser les Américains confronter les Iraniens directement. D'ailleurs, toutes les troupes américaines dans la région, il faut savoir que les États-Unis disposent de 50 bases qui entourent l'Iran, avec à peu près 60 000 soldats américains qui sont sur place, soit un état d'alerte. Parce que les Américains eux-mêmes craignent, si vous voulez, qu'il y ait un débordement. Ils ont qualifié eux-mêmes ce comportement d'Israël comme étant un comportement irresponsable, capable d'entraîner toute la région dans le cadre d'une guerre renouvelée. L'Iran comprend la chose, d'ailleurs, si vous regardez le Hezbollah, ne va pas au-delà à minima. Ils ont un accord avec 10 km de 2 côtés de la frontière et ils ne vont pas au-delà. Ils auraient pu y aller. Le Hezbollah dispose de l'infanterie légère la plus puissante au monde, avec une expérience sur plus de 30 ans. Ils ont un arsenal de missiles de premier plan qui sont différents, si vous voulez, dont disposait le Hamas. Donc ça peut vraiment déborder le dôme d'acier d'Israël et mettre le pays en danger. Mais ils n'ont pas souhaité le faire, parce qu'il n'y a pas une volonté de créer une guerre globalisée. Ce qui n'est pas le cas d'Israël, qui pourrait y trouver un avantage. De nouveau se positionner en victime et faire en sorte à ce qu'une nouvelle guerre puisse faire oublier les exactions qu'ils ont fait subir au peuple palestinien. Absolument. Maître Ardavan Amir Aslani, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Au revoir. Au revoir.
Ardavan Amir Aslani est docteur en droit, avocat, essayiste, analyste des enjeux géostratégiques, politiques, économiques au Moyen-Orient, conseil de plusieurs États au Moyen-Orient dans le domaine économique et juridique, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le siècle des défis, de la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire. Ont participé à ce programme Christophe Oberlin, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de guerre. Christophe Oberlin était à Raza. Il témoignait à notre micro à son retour. Alvaro de Soto, diplomate péruvien, coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient en 2005. Ardavan Amir Aslani, docteur en droit, analyste des enjeux géostratégiques. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Samiha Heli, Shiraz Nashi au multimédia. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt, Inch'Allah. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.